Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première édition de Quoi de neuf dans l'IMO, le MAC de l'IMO Neuf sur BFM Grand Lille, avec un rendez-vous chaque mois pour parler d'immobilier neuf, l'occasion de se poser les bonnes questions sur les avantages d'acheter dans ce segment. Pour m'accompagner et pour répondre à vos questions, c'est Julien. Bonjour Julien. Bonjour José. Expert immobilier, aucun secret pour toi l'immobilier ? Alors il faut rester humble sur un sujet aussi vaste et parfois technique, mais j'ai effectivement quelques années d'expérience dans ce secteur et j'espère pouvoir répondre à toutes les questions des téléspectateurs de BFM. Voilà, en tout cas chaque mois tu viendras nous éclairer sur ce sujet de l'immobilier neuf et nous apporter ton expertise. Avec grand plaisir. Des questions d'ailleurs que vous pouvez nous poser sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en l'occurrence, hashtag #QuadNeufImo et nous poser vos questions sur l'immobilier neuf. Pour ce premier numéro, on a pris une question assez simple. Finalement, c'est quoi acheter dans l'immobilier neuf ? On est allé se balader un petit peu dans les rues de Lille et vous poser cette question. Qu'est-ce que ça vous évoque d'acheter dans l'immobilier neuf, tout simplement ? Je te propose d'écouter les réponses. Tu auras à apporter des précisions dans un instant. Regardez. Ça serait plutôt acheter sur plan et être livré plus tard. Alors, acheter dans le neuf, ouais, c'est ce qui me vient aussi à l'esprit. Acheter sur plan et être livré plus tard. C'est forcément ça ? Alors, c'est pas toujours ça. On peut acheter un bien immobilier neuf qu'on a visité juste avant, un bien achevé. Dans ce cas-là, on va parler de que de programme. Mais effectivement, dans la plupart des cas, on achète sur plan. Le cadre juridique, c'est la vente en l'état futur d'achèvement qu'on appelle aussi VFA. Alors, quand je fais l'acquisition d'un bien en VFA, je signe un plan, enfin je signe même plusieurs plans. Je signe également le contrat de réservation, qui est un petit peu la pièce centrale de tout le dossier de réservation, avec évidemment les éléments d'état civil, les éléments relatifs au bien que j'achète, et puis les délais de réalisation et les garanties et les obligations de chaque partie, notamment du promoteur. Au-delà de ce contrat de réservation, je vais également avoir à signer une notice descriptive qui va reprendre les travaux réalisés, les matériaux employés et puis également tout ce qui concerne les équipements qui vont être associés au bien. Dernier élément de ce dossier de réservation, l'état des risques, qui va détailler les éventuels problèmes en termes de sous-sol, si le site a été exposé dans un passé proche à une pollution, et puis les éventuels risques naturels ou climatiques auxquels le site est exposé. Beaucoup de précautions et beaucoup de signatures, donc autant se faire encadrer par des professionnels dans cette histoire. C'est préférable. On regarde l'autre réponse qui a été apportée. C'est René, je crois. Ça peut être une belle aventure, à condition, effectivement, d'avoir toutes les garanties qui permettent d'avoir le bien qu'on a vraiment souhaité acheter. Alors moi, je note pas mal de choses. C'est une belle aventure. Je peux avoir la certitude d'avoir le bien souhaité au départ. Et puis, il y a quand même une petite histoire de garantie aussi. Effectivement. Alors, la traduction entre ce que finalement j'ai commandé au moment du contrat et la finalité, c'est grâce justement à ce cadre juridique précis que je vais pouvoir en bénéficier. Donc là, j'y ai répondu il y a quelques instants. Après, sur la partie garantie, alors oui, effectivement, l'immobilier neuf permet de bénéficier d'un certain nombre de garanties. Sans surprise. Sans surprise. En tout cas, ce sont vraiment des pare-feux contre toute mauvaise surprise. Alors, on peut citer la garantie de parfait achèvement, on peut citer également la garantie biennale, on peut citer également la garantie décennale, et puis une assurance qui va, je dirais, recouvrir un petit peu et sécuriser encore plus la garantie décennale, c'est l'assurance dommage-ouvrage. Alors, si tu me permets de rebondir sur la décennale, moi, il me semble que dans l'ancien aussi, il y a une histoire de garantie décennale quand on vend ou quand on achète. Alors oui, quand des travaux ont été réalisés dans un bien que j'achète dans l'ancien, je peux effectivement bénéficier encore quelques années d'une garantie décennale, une extension, une surélévation ou des travaux de grosses œuvres. Ceci étant, les travaux n'ont pas forcément été réalisés par une entreprise, les anciens propriétaires ont pu être ceux qui ont réalisé ces travaux, et puis le champ d'application de la garantie n'est pas toujours évident à cerner. On ne dispose pas forcément toujours des factures passées. Donc, l'activation, encore une fois, de ces garanties peut être parfois compliquée. Les recours plus compliqués, en tout cas. Je te propose de regarder la réponse qui a été apportée par Valentine, qui est intéressante. C'est un moyen de faire baisser ses impôts quand on fait du locatif. C'est aussi intéressant fiscalement, pour le coup. Il y a des avantages fiscaux, tout à fait. Alors, que l'on soit dans un schéma d'achat pour vivre dans le bien, de résidence principale donc, ou d'investissement locatif, il y a un avantage qui concerne tout le monde, ce sont les frais de notaire. Dans l'ancien, quand on achète, les frais de notaire sont entre 7,5 et 8%. Dans le neuf, on est plus autour de 2,5%.
À titre d'exemple, pour parler en chiffres, si vous achetez un bien à 250 000 euros, l'écart entre les frais de notaire dans l'ancien et dans le neuf sera d'à peu près 14 000 euros, donc c'est quand même pas une petite somme. Il faut rappeler juste que les frais de notaire sont différents, mais ça ne va pas que dans la poche du notaire. Oui, en fait, c'est essentiellement des taxes qui composent les frais de notaire, à savoir les droits d'enregistrement qu'on appelle aussi droits de mutation. Il y a un autre mot qui résonne quand on parle, là pour le coup, d'investissement, c'est la fameuse loi Pinel, qui va évoluer d'ailleurs cette année, je crois. Alors la loi Pinel, qui effectivement sera active jusqu'au 31 décembre de cette année, la suite n'est pas encore écrite. Et donc cette loi Pinel, elle permet aux investisseurs, dans le cadre d'un investissement locatif, de faire baisser l'impôt sur le revenu de 21% sur une durée de 12 ans, avec la possibilité de sortir au cours de ces 12 ans, à la 6e année, la 9e année, ou donc à la fin dans les 12 ans. Lorsque vous avez un projet personnel de reprise du bien pour soi ou pour un proche, ou pour le revendre, tout simplement. Je sais que tu es bon en maths, ça donne quoi si on convertit en euros? Alors, si on reprend l'exemple du bien à 250 000 euros, ça représente 5 000 euros de réduction d'impôt sur les 9 premières années et 2 500 euros si on va jusque-là sur les 3 dernières années. Au total, ça représente un petit peu plus de 50 000 euros de réduction d'impôt sur le revenu sur 12 ans. Ce qui n'est pas négligeable et ça vaut le coup pour le coup de se pencher sur la question. Bon, si je résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, acheter dans le neuf, c'est la sécurité d'un contrat précis avec des garanties claires et pour le coup aussi un cadre fiscal avantageux, c'est ce que tu viens de nous dire. C'est parfaitement résumé, José. Merci beaucoup, vivement le mois prochain numéro du Quad 9 dans l'IMO dans un mois. D'ici là, sur LinkedIn, #Quad9IMO. À très vite. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien.